au nom de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, au nom du comité de CIP Solidaire, je suis ravi de vous accueillir pour vous dire quelques mots. Au niveau de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement, on parle surtout de l'aide au développement dans les pays du Sud. Et il y a des liens très forts finalement entre les deux domaines. Donc si on arrive à bien aider les gens au Sud, logiquement on limite un peu les phénomènes de migration, même s'il existe des milliers ou des centaines de raisons pour venir nous voir et nous rencontrer. Aujourd'hui, je suis fier d'accueillir mon ami et frère Soran. Il nous parlera un peu de lui, de son parcours. Je suis heureux d'accueillir depuis le temps Julia Montfort, dont je suis le travail depuis quelques années. Heureux d'accueillir Norbert Vallée. Merci déjà à Étienne pour l'animation qu'il fera durant la soirée. Je ne vais pas faire trop long, je vais juste maintenant faire une référence à un groupe de musique que vous pourrez peut-être écouter ce soir chez vous, qui s'appelle les Hurlements de Léo, qui a écrit un très bel album qui s'appelle Mondial Stéréo sur la migration. Et moi, j'ai retenu vraiment une phrase, c'est que finalement, toi, Soran, vous autres, ceux qui viennent de la migration, vous aurez fait de nous des gens meilleurs. Donc, merci pour ça. Et puis, je vais laisser la parole maintenant à toi, Étienne. Merci. Merci, Bruce. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement au CIP de Tramelan. C'est déjà un symbole fort depuis le temps qu'on parle de cette rencontre. Ça fait plus d'une année. Et puis finalement, on va finir par le vivre ensemble, ce rendez-vous. Donc c'est un premier échange déjà de le constater que vous êtes effectivement venus ce soir. Avant de vous faire partager les expériences et les réflexions de nos trois intervenants, vous avez vu l'intitulé, c'est les mécanismes de l'entraide solidaire avec les migrants. On va regarder un épisode d'une web-série documentaire, Mon hôte, sous l'égide de ce que la réalisatrice a appelé ses carnets de solidarité. Cette réalisatrice, elle est donc avec nous ce soir, Julia Montfort, bonsoir. Bonsoir. Je vous invite à nous en dire un mot d'introduction. Le mot hôte, mon hôte, pour commencer, il peut désigner celui qui est accueilli ou celui qui reçoit un invité. Absolument. Et bonsoir à tous. C'est ce qui s'est joué dans ma maison. Peut-être comme moi, lorsque vous étiez plus jeune, vous avez entendu cette phrase « méfie-toi des inconnus ». Eh bien, elle m'est revenue en boomerang parce qu'un jour, j'ai ouvert ma porte à un inconnu. Je suis journaliste, je suis habituée à travailler, à voyager, je veux dire, à rencontrer du monde. Et puis tout à coup, cet inconnu qui venait de loin, du Tchad, a franchi le seuil de ma maison et est arrivé dans mon refuge, dans mon intimité. Et j'ai réalisé que je ne connaissais pas grand-chose sur ce que signifiait l'exil, quitter son foyer, ses racines et tout ce que l'on peut être imprégné, en tout cas dans son pays. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je raconte beaucoup de choses dans cet épisode, mais cette rencontre-là, au fil du temps, j'ai décidé de la raconter. Parce que ce qui s'est joué dans mon foyer, mais ce qui s'est joué aussi et tous les déclics qui ont eu lieu autour de moi, auprès de mes voisins, de ma famille, de mes amis, avec la simple présence de ce que l'on appelle un migrant, tout près d'eux, méritait pour moi d'être raconté. Donc j'ai, au fil du temps, pris ma caméra parce que j'avais le sentiment que ce discours dominant, lorsque l'on parle de migration, on a souvent tendance à la coller à l'hostilité, à l'insécurité, à la peur. Et je me disais qu'il manquait l'autre pendant de l'histoire et des histoires un petit peu plus lumineuses pour se souvenir ce qu'est l'hospitalité. Donc j'ai créé ces carnets de solidarité et vous allez découvrir dans ce premier épisode qui dure 35 minutes une histoire qui a bouleversé ma vie, mon quotidien, ma vie et celle de ma famille. Et je crois que des rencontres pareilles, on en fait peu dans sa vie. Donc je suis heureuse de vous la partager ce soir et on pourra en parler après et je suis très fière d'être si bien entourée pour le débat qui va suivre. Voilà. J'espère que n'hésitez pas en tout cas à poser des questions à l'issue de la projection. Merci beaucoup. On regarde à quoi ça ressemble. Ce soir, pour la première fois, j'héberge un demandeur d'asile. Mon mari est en déplacement. Je suis seule avec mon hôte.
Je ne sais rien de lui, à part qu'il a fui le Tchad et passé 5 ans en Libye. Je me pose beaucoup de questions. Certaines sont totalement irraisonnées, pourtant j'y pense. Qui est-il? Et s'il s'en prenait à moi? Et si c'était un terroriste? À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais cet accueil d'urgence va durer plus d'1 an. Mes craintes se sont rapidement envolées. Et elles m'ont inspirée. Je m'appelle Julia Montfort, je suis journaliste. J'ai choisi de consigner les émotions qui ont jalonné mon expérience d'hospitalité. Cette aventure humaine m'a ouvert les yeux sur le chemin exaltant et complexe qu'est la rencontre de l'autre. Voici mon carnet de bord. C'est la première fois que je filme une histoire sous mon toit. Cédric, mon mari, qui est caméraman, va m'aider à la mettre en image. Voici Abdelhak. Il a 21 ans. Je l'ai rencontré grâce à une annonce postée sur Internet par son école de français. Il cherchait un hébergement d'urgence. J'ai eu envie de l'aider. Tu mets du sel dans l'eau des pâtes pour les faire al dente. Je casse pas. Non, tu mets, tu vas voir, elles vont ramollir un peu. Ah, magnifique. Nous, on casse ça. Non, casse pas les spaghettis. Je vais avoir des problèmes avec les voisins italiens. Et comment je me mets? Mets tout. Tu les mets debout? Mets tout, regarde. Ouf. Vas-y, ouais. Peu à peu, nous nous apprivoisons. Ouais. Et après, comment je fais? Ça ramollit déjà un peu, donc tu peux les appuyer, les mettre dans l'eau tranquillement, elle descend. Elle descend tout Ouais. seul. Ouais. Pour réussir les pâtes, il faut les goûter. Après, non? Ouais, à bout de 5 minutes, t'en prends une, tu goûtes. Ok. J'ai même un ami qui la jette contre le mur pour voir si elle est prête. Moi, je les goûte. Tu goûtes, Oui. si c'est bon, Pourquoi il me jette dans le mur? pour Voir je crois que si elle retombe, elle est prête. Si elle reste collée, elle est pas prête, je crois. Je te jure. Ouais. Il fait ça il fait ça comme ça sur son frigo. Ouais. Il jette la pâte. Nous, on goûtera. Allez, chef. Parfait. Allez, go. Vite. Abdelhak. Merci. Julia. Merci. Tu me donnes les sel, s'il te plaît, peut-être? Le sel? Ah, oui, assez, mais... C'est une belle assiette, hein. Ouais. Ce qui me frappe les premiers temps, ce sont ces silences. Je comprends que sa demande d'asile vient d'être rejetée. Abdelhak est clandestin en France. Il redoute d'être interpellé par la police. Je t'inquiète pour retourner au pays, c'est comme ça que je t'inquiète beaucoup. Tu as peur qu'on te renvoie au Tchad? Voilà. Je t'inquiète beaucoup pour ma mère aussi. Avant, j'ai vu que ma mère elle est très violente. Et même ils sont arrêtés, ils sont attrapés. C'est même la nuit, je pense ça. Et pourquoi il fait comme ça en fait? Et la dernière fois, j'ai eu ma mère en 2014. Et comment elle va, je sais pas. C'est très dur.
Il semble avoir vécu des choses terribles. Je suis habituée à recueillir des témoignages difficiles, mais cette fois-ci, la réalité crue de l'exil fait irruption dans mon salon. Cédric essaye de lui changer les idées. Pousse-moi, Lâche la main. Mais à tout moment, je dois me préparer à un nouveau choc émotionnel. Comme ce matin-là, où je suis intriguée par les vidéos qu'il regarde sur son téléphone. Après avoir fui le Tchad, Abdelhak a vécu 5 années d'enfer en Libye. C'est le bien qui parle. Moi, je l'ai vu plus que ça. Il y a des trucs qui ne se montrent pas dans le Facebook, ils sont faits pas. Il n'y a personne, là-bas, il y a des journalistes comme ça, il n'y a personne qui ne filme pas. Même les Il me livre un témoignage rare. Beaucoup de migrants ne sont plus là pour raconter ce qu'ils y ont vécu. Ils sont là, les gens. Il n'y a rien à nourrir, il n'y a rien à manger. De l'eau, ils sont... Là-bas, ici, il y a petite maison, ils amènent les gens, 100 personnes, 10 000 personnes. Il y a beaucoup de gens, ils s'amènent dans la maison, après, ils sont fermés la porte, ils ne sont pas. Ils n'arrivent pas 10 jours, 20 jours. Les gens, commencent à mourir. Il y a des gens qui mourent, ça sent pas bien, c'est les gens, les trucs, les très dur. Nous logeons un survivant. J'ai envie de le protéger. Peu m'importe s'il est hors la loi, c'est juste une question d'humanité. Je préviens mes voisins de sa présence à la maison. J'étais restée discrète jusque-là. Tu fais comme ça? Non. Voilà. Je me demandais si certains allaient avoir des craintes en voyant arriver cet inconnu sur leur palier. Tout se passe bien. Viens, on va regarder avec. Comment il fait comme ça, tu vas apprendre. Ça, ouais. Regarde. Il fait de la plantation. Comme ça, la copropriété, elle sera encore plus jolie. C'est quoi comme plante, ça, Abdelhak? Ça, c'est une mangue. Mangue. Ah, une mangue? Ouais. Mangue. 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 Waouh! Waouh! Allez. Une voisine me confie qu'elle est rassurée maintenant qu'elle connaît Abdelhak. Ce n'est plus la figure inquiétante, ce migrant qu'elle s'imaginait ou voyait à la télévision. Il a un visage, il est de chair et d'os. C'est belle. Ah, c'est beau, ouais. Si elle fait des fruits, elle viendra très très grande. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïda, tu es... Et puis la solidarité s'est répandue. Une voisine lui paye sa carte de transport tous les mois pour éviter le risque d'arrestation dans le métro. Ma première collecte de vêtements est un succès. Je ne sais même plus où les ranger. Ouais. C'est le pantalon et la chemise qu'il t'a donné? Oui, j'aime beaucoup les chemises blancs. C'est même taille, ouais. C'est la bonne taille. Ouais. Et t'as eu d'autres choses? Ouais, il y a plein de choses. Il y a des vestes, il y a des pulls, il y a des tricots, il y a des pantalons, il y a plein de choses. Ouais. Très bien. Ça, c'est mon premier pull. C'est quoi? Le pull rouge. C'est ton premier pull? Ouais, le pull rouge. Et ça aussi, c'est bien, ouais. T'aimes bien la couleur? La couleur, c'est beau, ouais.
Ah, c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, oui. Tu vas avoir chaud avec ça. Ah, l'année dernière, moi, c'est une situation très dangereuse. Je n'ai pas de vêtements qui sont chauds. Et avancement, je suis très content. Ouais, ça va aller mieux cette année. Mes amis, ils ont tout m'ont donné le pied, le veste. Ouais, c'est comme ça que je suis très content. T'as eu plein de choses là, c'est Ouais. bien. Ouais. Tu vas pas avoir froid, ça y est. Ouais. Il t'en fallait. En arrivant à Paris en 2015, Abdelhak a connu la rue, les nuits glaciales, la faim, les centres d'hébergement surpeuplés. Il me raconte qu'avant moi, d'autres citoyens se sont relayés pour l'héberger quelques nuits. Je suis un maillon d'une chaîne d'entraide improvisée. Je pensais un peu naïvement qu'il suffirait de lui donner une chambre pour qu'il se sente un peu mieux. Mais Abdelhak est en morceaux, rongé par la douleur du déracinement. Comment tu dis là? Au Tchad, c'est tout son clan qu'il a laissé derrière lui. Attends, viens. Vas-y. Toi, tu es où ta mère? C'est pas ta mère? Tu es petit coucou, reste comme ça, ouais. Ah ouais. Comme ça, c'est bien, tu es comme un garçon. Avec Cédric, nous prenons la décision de l'accueillir sans mettre de date de fin à cette cohabitation. Tant pis s'il faut agir contre la loi. T'as vu? Elles sont toutes blanches. Ouais. À ce moment-là, nous risquons 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour l'hébergement d'un sans-papier. Nous n'hésitons pas une seconde à entrer en désobéissance. Et puis, il y a des considérations plus terre à terre. Tant pis si Abdelhak doit passer par notre chambre pour rejoindre la sienne, ou si les dîners en amoureux sont plus rares. La solidarité nous fait du bien à tous les trois. Encore, j'ai trouvé une phrase. T'as trouvé encore une phrase de quoi? Ouais, je comprends pas. Tu comprends pas une phrase? Ouais. Regarde. Le patron, là, il dit dernier essai pour les contrats de ces... De Higbrilo. Vas-y. Un grand mot, je comprends pas. Vas-y. Higbirli. Vas-y, redis. Attends. Relis tous les mots, mais c'est ça. Mais c'est Hurlu. Hurluberlu. Bah regarde, t'as pas un dictionnaire si tu veux vraiment savoir? Je l'ai. Hurluberlu. Est-ce que tu crois que c'est là-dedans ça? Je suis pas sûr. Hurluberli, ouais. Le mot « hôte » se dit tant de celui qui accueille que de celui qui est accueilli. Ce mot-là, il est très long, cette phrase-là. Regarde. C'est ce qui se joue dans ma maison. Tu bois du lait? Tu veux du lait? Non, ça. Ça va? Il n'y en a plus? Ça va. Au détour de discussions anodines, j'essaye de comprendre quelle vie il a menée. Elle est comment la terre? La terre que cultivait ton papa Ah ouais. au Tchad? Elle est bonne? Ouais. Qu'est-ce qu'il plantait encore? Les tomates, et maïs. Ouais. Il y a plein de choses.
Il y avait des mangues? Oui, il y a des mangues. Ouais. Plein. J'adore ça. Ah, moi aussi, j'adore mangue. Ma mère, elle fait avec. Elle coupe tous les légumes. Mango et la guayave. Après, elle mélange. Tous les fruits? Oui, tous les fruits et après, très bon. Ouais. En salade, quoi. Salade de fruits. Voilà, oui. Peu à peu, la confiance s'installe. Avec le temps, surgissent les fantômes du passé. Son père œuvrait pour destituer le président tchadien, Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans. Lorsque les autorités l'ont découvert, toute sa famille a été emprisonnée. Abdelhak est torturé à l'âge de 13 ans. Je vois des marques de coups et de brûlures sur ses jambes. Il y a des marques là? Par exemple, ce qu'on voit sur ta jambe, par exemple? Oui, là. Là aussi. Et ils m'ont torturé dans le centre d'attention. Je n'arrive pas à marcher, j'arrive pas comme ça aussi. Et ils ont dit comment tu ne parlais pas la vérité. Et moi, je n'ai pas parlé. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Comment toi et ton père, comment vous faites? Pourquoi vous faites contact avec les rebelles? Et moi, je n'ai pas répondu. Ils t'ont attaché en fait, c'est ça? Oui, ils sont attachés un peu. Oui. Il me parle toujours que toi, tu es petit, comment tu es. Tu veux m'expliquer, moi? Après, moi, je te laisse, tu vas vivre. Et moi, je ne veux pas répondre. Et les derniers jours, les policiers qui sont arrivés, ils ont porté des choses comme ça. Je ne vois pas de visage. Dis la vérité, si aujourd'hui on va te tuer, et avec un flash encore. Et ils sont cherchés, on va te tuer ou tu dis la vérité. Moi, je dis, si vous voulez, on va me tuer, moi, je ne veux pas dire. Après, ils sont m'attachés, ils sont frappés comme ça. Et je sais que je suis mort, je ne connais rien. Tu croyais que tu allais mourir? Oui. Et moi, je me sens douleur partout, les sangs, je sais pas tout. Après, ils sont me laissés dedans et ils sont partis. Ils t'ont laissé comme ça? Oui. Ça, c'est très dur. Mais c'est pour ça que tu mets souvent des chaussettes, des grandes chaussettes? Voilà, c'est comme ça que moi je veux pas, Pour cacher tes blessures? Ses bourreaux l'ont frappé si fort qu'ils lui ont brisé les tibias. Après quelques mois passés ensemble, je suis la première personne à qui il confie son histoire. J'ai le vertige face à la quantité d'informations qu'il me livre. On écoutait. Alors attends, tu veux qu'on en arrive pas avec la... Et tu vois, il fait... Et ça, il le garde. Chante-le une fois sans la musique. Sans musique? Il me faut des pauses pour digérer de telles horreurs. Depuis son arrivée sous mon toit, nous essayons de rétablir le contact avec sa famille. Il est sans nouvelles depuis 5 ans. Allez.
matin, ce numéro-là, il a appelé à 6h57. On ne sait pas qui c'est peut-être ton oncle. On va appeler ça? Ouais, enfin je pense, on essaye. Faut que tu fasses 00200, ah, oui. L'indicatif avant. Ouais. L'appareil de votre correspondant est pas éteint, soit hors de la zone de couverture. Le réseau là-bas. C'est dur pour les nerfs là. On se fait 5 mois là. Son oncle Younes, il a appris que Abdelhak cherchait sa maman et il est parti voir sa maman dans les champs pour lui, avec un téléphone pour que sa maman puisse joindre Abdelhak. Il lui a dit ça quand, hier soir? Ça, on l'a su hier. Ouais, hier soir. Ça, c'est il est parti quand dans les champs? Ce matin? Ce matin qu'il est parti. Ce matin? Hier matin. Ah, hier matin. Donc là, son oncle Younes, il est... C'est loin à pied, tu me disais, pour aller dans les champs. 4 heures de marche. Là, on sait que son oncle, il est avec sa maman et il est avec un téléphone portable. Et ce téléphone portable... Et c'est ça son oncle? Oui. Alors, rappelle, réessaye, c'est celui-là qu'il faut insister alors. L'appareil de votre correspondant est pas éteint, soit. On y est presque. L'attente va encore durer 3 semaines. Un matin, alors que je suis au travail, j'ai un appel du Tchad sur mon téléphone. C'est peut-être sa mère. Je crois qu'Abdelhak a volé jusqu'à moi ce jour-là, tellement pressé de lui parler. Hello? Ami. Que amigo? Assalam. Abdelhak is Ami. Time do kundo. Naam. Assalam. Time do ko Ami. Assalam. Kami ke time do kundo kol kare ko ke manju ko ni masama ju ko. Naam. Assalam. Wala Ami ko bono no sik amma ya time do kundo amma telefon ya makesara na Ami. Ay gozun kandaraba. La mi tendu amma jonna. Taib sekitar ke taib nu. Ay wala. Naam. Ami taib do indo ngata ke ya taib do kando ami. Ami wai company ami wala amo doti company session ke ami. Amo company ami. Ami amo company wala lelo nar wala yo mutingo bajam pati jayan nan wala kondak na company sa. Ay gar kamar mi ami. Amo taib do indo wala kiki taib do. La taib do usando daba grag na arraga. Ay usando grag na arraga. Ay gar kamar mi. Naam. La mi amo taib do yasu pa jamu di jangan kanda nyu.
Cette répétition de malheur me laisse sans voix. Je préviens Cédric pour qu'il le prenne en charge. Je ne veux pas le laisser seul après ça. Un an s'est écoulé. Au milieu de l'été 2018, la Solidarité remporte une première victoire. Après une bataille judiciaire entre des citoyens et l'État français, le Conseil constitutionnel a tranché. Les personnes qui apportent une aide désintéressée aux exilés en situation irrégulière en France ne peuvent plus être poursuivies. Mon premier réflexe, c'est de sortir de la clandestinité. Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule. Abdelhak est convoqué à un nouvel entretien devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les officiers acceptent de réexaminer son dossier. Aujourd'hui, un grand rendez-vous pour moi. Et je vais porter une veste d'or, une chemise blanche, comme ça. Ouais. Ça va aller? Ça va, Tu te sens comment? Je sens bien. T'es content que ça arrive enfin? Ça fait longtemps, oui, j'aimerais ça vite, oui, mais ça fait longtemps, oui. 1, 2 ans, 3 ans. Déjà 3 ans, oui, ça fatigue. Comment je vais rester comme ça? Ça fatigue toutes ces démarches? Ouais. C'est quelque chose que tu as tout le temps dans la tête? Je pense, oui, tout le temps. Ouais, comment, si tu n'as pas de papier, tu n'as rien fait. Moi, j'ai papier, je suis là, mais tu ne veux pas faire quelque chose si tu veux. Oui, c'est ça le problème. Si tu ne veux pas travailler, il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas faire avec sans papier. Et c'est ça qu'on pense qu'on trouve papier, on va vivre ensemble avec les gens. Tu es entre deux là. Tu es plus chez toi au Tchad, mais tu es pas encore vraiment chez toi en France. C'est ça, oui. C'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée. Ce jour-là, je sens que j'ai atteint mes limites émotionnellement. Je suis incapable de le rassurer. Je ne suis ni psychologue ni travailleuse sociale. Juste une citoyenne prise dans le tourbillon de l'accueil, car mon pays se mue en forteresse inhospitalière. 2 tiers des dossiers sont rejetés derrière ces murs. 53% des victimes de torture sont déboutées. Plusieurs mois vont passer avant qu'il reçoive sa réponse. Abdelhak? Ouais. Ah. Ah, C'est à moi? Tu vas être beau avec ça. Donne ça à tonton Cédric. C'est pour tonton Cédric, ça. Ah ouais. Ouais, de la lecture. Bravo. À Paris. Un cow-boy à Paris. Ah, c'est un peu toi ça? C'est toi le cowboy à Paris. Le cowboy à Paris. Oui. Tu veux pas maintenant? Si, si. Joyeux Noël. 3 minutes. Oui, je t'aime, voilà. Allez, c'est mon tour. À l'heure des débats brûlants sur l'immigration, je voudrais dire ma gratitude à Abdelhak pour tout ce que j'ai appris grâce à lui. La solidarité est une capacité profondément ancrée en chacun de nous
que mon hôte a réveillé en moi. Six mois après son entretien, la réponse de l'OFPRA tombe. Quand j'arrive à la maison, il est au téléphone avec la bénévole d'une association qui l'aide dans ses démarches d'asile. J'ai une nouvelle de l'OFPRA, ouais. Vas-y, dis-moi. Ah, c'est une mauvaise nouvelle, ouais. J'étais rejeté, ouais. Oh, c'est pas vrai. Voilà. L'éducation, c'est dit que, ouais, il n'a pas nous bien s'exprimer, voilà, c'est ça, ouais. Il n'a pas bien nous expliqué. C'est pas bien expliqué? Moi, j'ai expliqué ce que je connais, ce que j'ai vécu là. J'ai expliqué tout. Mais ça, à part ça, moi, je connais rien. Ouais. Moi, j'ai fatigué là. J'ai trop fatigué. Je mens, voilà, je mens trop. Tout le temps, je passe pour les papiers. À part ça, moi, j'ai beaucoup d'autres problèmes. Mais ces papiers, ça m'a cassé trop. Voilà. Je sais que c'est dur, mais il faut qu'on essaye autre chose, Abdelak. Ok, ouais. Ciao. Ciao. Ça, c'est la vie. C'est la vie, ouais. Ça, c'est la vie, c'est la vie. Je parle, les gens me disent que nous, on ne croit pas. C'est ça que ça m'énerve pour moi aussi même, voilà. Les gens ils disent, nous, on ne croit pas ça. Mais comment les gens, ils ont quoi? Les gens, ils donnent les papiers. Tu comprends pas qu'ils ne te croient pas? Voilà, ça, oui. Parce que tu dis la vérité. Mais c'est les choses que moi j'ai vécues, tout. C'est ça que j'ai vécu. À part ça, je ne connais pas d'autres choses. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent rien. Les gens qui travaillent dans l'OFPRA, non, ils ne savent rien pour les chats, ouais. Ils ne savent rien pour les chats. Chose que j'ai vécues dans Gouzbeda, dans le mouvement des rebelles. C'est ça que j'ai raconté aux gens qui non, on ne croit pas ça. Ça me rigole, mais ça me touche dans le cœur, ça me mal. C'est ça que je rigole, ouais. Ça me mal, ouais. Ah, c'est putain, ouais. Je suis secouée par cette décision incompréhensible. Je vois aussi que ses forces s'amenuisent. Il va falloir l'épauler pour qu'il aille au bout des recours. Abdelak vient de saisir la Cour nationale du droit d'asile pour faire valoir ses droits. En attendant, je sais qu'aucune solution d'hébergement ne lui sera proposée par l'État. Je vais m'organiser avec d'autres familles pour pallier à ce manque de prise en charge digne. Car mon histoire d'accueil n'est pas isolée. On croit la solidarité en crise, malmenée par une tendance à l'individualisme et au repli sur soi. Pourtant, la condition des exilés a réveillé une vieille tradition d'hospitalité au sein de la société civile. J'ai découvert une France invisible, une communauté solidaire qui refuse de détourner le regard et qui agit. Je vais mettre en lumière ces citoyens et poursuivre mon exploration des mécanismes de l'empathie et de l'entraide. Avant d'engager la conversation avec Julia Montfort et Norbert Vallet, je pensais que le mieux, ce serait de tout de suite faire réagir Soran Mouradi qui est avec nous. Je vais vous situer son parcours, je vais essayer en quelques phrases. Il a aujourd'hui 30 ans, il a grandi en Iran à la frontière avec l'Irak, dans une famille kurde musulmane. Après des études à l'université dans le domaine de la sécurité au travail, son militantisme pro-kurde lui a valu de perdre son emploi à la fin de son stage de 2 ans, sachant qu'en Iran, il faut en passer après ces 2 ans par un interrogatoire qui ne porte pas sur les compétences professionnelles, mais plutôt sur son orientation politique, sa pratique de la foi. Soran a ensuite travaillé comme colbar, ça s'appelle, c'est-à-dire passeur de marchandises par-delà la frontière avec l'Irak. Et il a finalement été contraint de fuir son pays une nuit où il collait des affiches pour son parti de gauche kurde. Alors, sans vous refaire ici tout son itinéraire, qui est très riche, très long aussi,
Iran, Irak, Turquie, Syrie, Grèce, Turquie, Bulgarie, Serbie, Bosnie, Italie, Suisse. Je crois que j'en ai pas oublié. Cet itinéraire qui lui a permis d'arriver en Suisse en août 2018, de s'installer progressivement entre Tramelan et Sonsbeau, d'obtenir un permis B réfugié à la fin de l'année 2020, d'apprendre l'anglais, le français et de viser à partir de cet été 2021 un apprentissage d'électricien. Il faut en tout cas savoir que Soran aimerait un jour revoir les personnes qui l'ont un jour aidé, qui les ont un jour aidés, lui et son ex-épouse Sonia. Soran, puisque c'est le thème de notre conversation ce soir, je vous ai demandé de réfléchir et de nous parler en quelques mots de ces relations humaines, justement, comme dans le documentaire qu'on vient de voir avec Abdelhak. En quelques mots, qu'est-ce qui a été fort ? Qu'est-ce qui a permis le réconfort? Qu'est-ce qui vous a autorisé à vous projeter vers l'espoir jusqu'à cette nouvelle vie? Oui. Ici, ça parle de respect, ça parle d'humanité, ça parle de tranquillité aussi, mais je vous laisse nous dire. Bonsoir à toutes et tous. Par rapport au film que nous avons vu, il y a beaucoup de différences et similitudes entre moi et Abdelhak. Comme nous vécûmes avant de quitter notre pays, c'est presque la même chose. On a fui de notre pays. Pour Abdelhak, c'était peut-être, quand j'ai compris, c'était une idéologie islamique radicale. Pour moi, c'était deux choses. C'était, oui, idéologie islamique radicale et différence entre les classes sociales. Les Kurdes en Iran, ils sont minorité. Par rapport aux Perses, nous sommes comme ça. Alors ça m'a donné l'envie de combattre. Oui, déjà, en Iran, j'avais une idéologie nationaliste parce que j'étais minorité. Mais ici, je n'ai plus idéologie nationalisme. Je suis kurde et puis tu es perse. Voilà. C'est la différence entre moi et Abdelhak. Moi, après 2 ans, j'ai réussi à avoir le permis en Suisse, mais lui, non. Donc, ça changeait tout. Mais ces choses-là, même si je ne pouvais pas avoir le permis, ça en allait pour moi. La chose que je voulais raconter ce soir, c'est l'hospitalité et l'accueillir par les gens ici, autour de moi, à Tramelan. Je suis arrivé à Tramelan en septembre 2018, et puis moi j'étais dans le centre d'accueil des réfugiés. Ça a pris 1 mois d'habituer dans le centre, et puis après 1 mois, je me suis dit que je dois quitter de mon coquille. Parce que j'avais peur de sortir, j'avais peur de communiquer avec les autres. Moi, je pouvais parler anglais, mais j'avais peur de parler avec les autres. Mais après 1 mois, j'ai demandé à la personne qui travaillait là, et puis je lui ai dit que je voulais faire une autre chose, je voulais quitter de centre. Elle m'a présenté une personne qui habitait à Tramelan. À ce jour-là, tout était changé pour moi. Et puis, je n'avais plus de peur. Alors, je vais vous raconter le premier rendez-vous et deuxième rendez-vous avec cette personne. Parce que c'est ça, comment il a changé ma vie. Alors, premier, il nous a invités, moi et mon ex-épouse, sa maison. En mangeant un fondu chinois, nous avons parlé sur le voyage que nous avons fait, sur la situation actuelle. Il a déjà installé un autre réfugié pendant 2 ans. Et puis, c'était lui qui a traduit notre conversation. Le problème avec la langue française aussi, c'était avec moi depuis le premier jour. Le premier jour que je suis arrivé à Tramelan, il y avait un tableau ici, à côté de terre de foot, le stade. Et puis, il a écrit « des 2 côtés ». Même si j'ai compris c'est quel tableau, mais c'est quoi? C'est
cette langue extraterrestre. Oui, pour moi, c'était... Parce que je devais commencer par le mot bonjour. Et puis, alors, ce nuit-là, je me suis dit, lui, il a appris le français dans 2 ans. Donc, moi aussi, dans 2 ans, je peux parler. Le deuxième rendez-vous que nous avons, c'était après 2 mois. Moi et lui, il s'appelle Mathieu Chenia. Nous sommes assis dans son jardin et puis nous avons parlé. Après, il m'a dit quelques phrases. Il a dit « Je suis large et puis mes portes sont ouvertes pour toi. Et puis, je suis en contact avec avec beaucoup de réfugiés et puis votre nation, votre religion, votre pays, etc. Ça ne me donne pas aucune différence. Comme j'ai déjà dit, j'ai combattu avec des différentes classes de sociaux. Alors là, c'était nouveau pour moi. Lui, il m'a dit, je suis large, donc je peux parler. Je peux demander quelque chose. Je peux aller dans sa maison sans rendez-vous, sans fixer le rendez-vous. En autre chose, il m'a dit que votre religion, votre nation, ça ne me donne pas les différences. Donc ça, c'était très, très nouveau pour moi. Parce que je venais dans une société, il y a beaucoup de nations, là, il y a beaucoup de religions, peut-être 10% de population, là, ils ont fait d'État, ils ont un gouvernement, et puis les autres sont en bas. 10% sont là, et puis 90% sont là. Alors, moi, j'étais dans le 90%. Alors, pourquoi j'ai quitté l'Iran? Pour trouver quelque part qu'il n'y a pas les différences. Alors là, lui, il m'a dit, ici, il n'y a pas de différence. Donc, j'ai trouvé déjà la place, le lieu que je peux rester, même si je n'avais pas le permis en ce moment-là. Après, lui était comme un connecteur. Il m'a présenté à une autre personne, il m'a présenté à une autre personne. Après une année, il m'a présenté à une autre personne. Il m'a invité ici. Ici, il y avait comme un petit parlement pour village. En Suisse, c'est comme ça. Mais chez nous, ça n'existait pas. C'était nouveau pour moi. Et puis, chaque parti, il y avait les places pour chaque parti. Ils ont communiqué, ils ont décidé sur les projets de Tramelan. Moi, je pense, avec 2 autres personnes, on était seuls qui regardaient qu'est-ce qui a passé. Donc, tout le monde, c'était l'État. Après, en autre chose, depuis le premier jour, il m'a expliqué les choses comme quoi, comme la formation. En Suisse, comment ça fonctionne, l'éducation. Après une année, le service migration, ils ont arrêté de l'école. Donc, je ne pouvais pas aller à l'école de français. Mais lui, ici en CIP, il m'a payé pour un autre cours de français. Ça, c'était la différence entre moi et Abdelhak. Lui, il a déjà parlé français, je pense. Pas du tout. Non, lorsqu'il est arrivé à la maison, on ne se comprenait pas. Oh. Oui. Je pensais qu'il a déjà parlé. Donc, mon problème c'était le français. Et puis, maintenant aussi, ça c'est important, maintenant aussi, quand j'ai un problème, j'ai dit, c'est pas seulement Mathieu, toutes les personnes qu'il m'a présentées. Salut, qu'est-ce que je dois faire pour 3 poids? Ça veut dire, pour tout, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Par exemple, Bruce Rennes, depuis le 2e mois à Tramelan, il est venu chez moi chaque semaine, une fois, pendant 2 heures. Il m'a donné le cours de français. Et puis après une année, comme on s'appelait, j'ai dit « Salut camarade, salut bro, salut frère, famille ». Après une année, il est devenu le parrain de ma fille. J'ai perdu toute ma famille.
surtout ma maman. Moi, je pense jamais la voir. Oui, lui, il est le parent de ma fille. Notre personne, elle est la marraine. J'ai retrouvé ma famille, presque, sauf ma maman. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. J'ai décidé de retourner à Slovénie et à Bosnie. Il y avait 2 personnes là. Une personne, il y avait une ferme là, sur la frontière Croatie et Slovénie. Quand nous étions arrivés chez lui, illégalement. Mais lui, il m'a donné 6 bouteilles de l'eau, 2 poires, 1 litre de lait et puis un demi-morceau de pain. J'ai bien compté tout ce qu'il m'a donné. Et puis, je n'ai jamais voyagé nulle part. La première part doit être la Slovénie et Bosnie, pour leur dire merci. Et puis ici, à Tramla, à les gens qui étaient autour de moi. Je n'ai jamais oublié ça. Peut-être je pars à un autre endroit en Suisse pour travailler, je sais pas, pour faire la formation, mais le début, c'était ici, à Tramla. Encore, j'ai dit merci beaucoup. Oui. Et merci d'avoir appris le français pour nous raconter ça. On pourrait presque s'arrêter là, en fait. La Fédération interjurassienne de coopération et de développement, elle est porteuse dans notre région de cet agenda 2030 qui a été ratifié en 2015 par les États membres de l'ONU. Alors cet agenda intègre, et là je vous cite, de manière explicite la question des migrations à travers les cibles des objectifs de développement durable liés au travail décent, aux inégalités, à la traite des êtres humains, et aux capacités de connaissance des populations migrantes. Les interrelations entre objectifs font également de l'éducation ou de la santé, entre autres, des enjeux cruciaux. Mais une fois qu'on a dit ça, on écoute Soran, on regarde le témoignage d'Abdelhak dans la famille de Julia, on va parler de l'expérience vécue entre le Locle et Mora par Norbert Vallet, et on se dit que la concrétisation de ces beaux objectifs que je viens de citer passe par des individus seuls, par une attitude d'accueil de l'autre de la part d'un simple citoyen, parce qu'il y a un manque de structure, malgré l'AJAM ou la Croix-Rouge pour le canton de Berne. Souvent, les centres d'hébergement sont surpeuplés. Souvent, il n'y a pas de solution d'hébergement pour les demandes rejetées. Parce que ces personnes sont souvent sans papier quand les demandes d'asile ont été rejetées. On a entendu pour 2/3 des dossiers, dit le documentaire. Et puis aussi parce que ça nous intéresse de faire une place dans notre cellule de vie à ces migrants, parce qu'il y a une petite voix intérieure qui nous dit que la solidarité nous fait du bien, même si ça commence toujours par de l'inconnu, voire de la peur. Alors, après avoir écouté ce très fort témoignage, je vous propose les uns et les autres de nous dire à votre tour quel a été en tout cas le mécanisme psychologique de ce passage à l'acte, si on ose dire, vos réflexions avant, pendant et suite à ces expériences. Et puis Julia, c'est peut-être aussi l'occasion de nous dire où en est Abdelhak. Peut-être Norbert Vallet, je vous présente avant que vous preniez la parole. Vous êtes pasteur évangélique officiant entre le Locle et Mora, ancien président du réseau évangélique suisse, ex-président de l'association Interaction. Et vous avez été condamné à l'été 2018 par le ministère public neuchâtelois à une peine pécuniaire de 1000 francs avec sursis pour avoir facilité le séjour illégal d'un requérant togolais débouté, notamment par la remise d'une clé d'un appartement pouvant être occupé à bien plaire. Et ce, durant 1 année pour cet appartement. Votre acquittement, prononcé ensuite le 12 mars 2020 par un juge du tribunal de La Chaux-de-Fonds, est maintenant définitif, le parquet ayant décidé de ne pas faire appel. Vous avez agi conformément à l'article 12 de notre Constitution fédérale, selon lequel une personne dans une situation de détresse et incapable de subvenir à son entretien
a le droit d'être aidé et assisté et le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Mais il y a un article 116, on y reviendra, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, un article qui, lui, punit celui qui facilite le séjour illégal, donc celui qui empêche l'expulsion d'un étranger, par exemple en lui fournissant une cachette. Mais Norbert Vallet, vous ne vouliez pas empêcher cette expulsion, vous étiez au contraire présent avec Joseph, c'est son prénom, vous l'avez accompagné au service des migrations, bref, vous avez fait votre travail de pasteur en l'occurrence. On parle de la mise à disposition d'un local d'église qui était public dans lequel Joseph ne venait que de façon sporadique. On parle d'un devoir minimum d'humanité et non pas d'une facilitation du séjour illégal. Voilà à peu près l'histoire de monsieur. Et je vous repose ma question. Donc, quel a été le mécanisme psychologique de votre passage à l'acte? Moi, je me suis occupé de migrants depuis une quarantaine d'années parce que, voilà, j'entends, quand quelqu'un est dans la détresse, on ne peut pas être insensible et si on refuse cette connexion avec l'autre, on se déshumanise. L'inconnu, la peur, vous l'avez vécu, ressenti? Moi, j'ai pas eu peur. Non, je crois que j'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours agi dans une perspective de foi et puis avec des convictions qui datent voilà, depuis des millénaires où dans un texte biblique, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même, accueille l'étranger comme un indigène ». Ça, on trouve ça dans un texte qui date de 3500 ans maintenant. Donc, ça, c'était ma conviction. J'ai toujours eu l'habitude d'essayer de vivre selon une conviction sans requérir l'approbation de qui que ce soit. Et pour moi, c'est la question de quand un être humain est dans la détresse, si on passe à côté, et alors on se déshumanise, on perd notre humanité. Et malheureusement, on est dans cette dynamique et cette perte d'humanité, la plupart du temps, est due à la peur. La peur, les gens qui m'ont reproché une action envers quelqu'un qui est un étranger m'ont dit « Oui, mais vous n'aidez pas les Suisses d'abord ». Par exemple, c'est toujours cette comparaison. Moi, j'ai dit « Je ne choisis pas la misère ». Quand quelqu'un est dans la détresse, quel qu'il soit, suisse ou étranger, je me suis aussi occupé de toxicomanes pendant pratiquement 20 ans, donc des gens de chez nous, des gens qui ont été tombés dans un autre désespoir en raison d'autres situations de leur vie. Donc on ne choisit pas. Et pour moi, c'est se renier soi-même. Quand on n'est pas capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, on se renie quelque part soi-même. L'autre est un miroir. Et voilà, j'entends... Des fois, on cache le miroir. On préfère cacher le miroir que de se regarder. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais avant de pouvoir aider des inconnus, il faut déjà être en état d'aider nos plus proches. Oui. D'abord, pouvoir être en mesure d'aider nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, grands-parents, on l'a vu avec cette pandémie. Avoir de la disponibilité, alors qu'on n'a souvent pas assez de temps à consacrer à nos plus proches, à avoir de l'espace disponible. C'est souvent très compliqué. Peut-être que voilà, c'est aussi par votre travail de pasteur que vous avez cette attitude. C'est peut-être moins évident pour le citoyen lambda. Peut-être les 14 premières années de notre ministère pastoral, nous avons accueilli chez nous des personnes marginales, des toxicomanes. Les gens nous traitaient de fous. Et simplement... Ça a permis de développer aussi chez nos enfants une certaine empathie et ils ont pas de mauvais souvenirs de cette époque. Pour eux, ils ont participé quelque part à la réhabilitation de ces gens qui avaient des besoins. Parce qu'un enfant n'est pas une menace. Et les enfants, avec des gens qui sont en difficulté, que ce soit des migrants ou d'autres, sont des ponts, sont des personnes qui peuvent justement... être accueillant, sans menace, avec beaucoup d'humour. Et ça, on a beaucoup rigolé. Julien Montfort, comment vous situez votre expérience par rapport à ce qui vient d'être dit?
Moi, je le dis dans le documentaire, à 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main concrètement. C'est-à-dire aller plus loin que de déposer des vêtements dans un lieu ou une association, ou donner une pièce à quelqu'un dans la rue. Je veux dire, vraiment m'engager, voilà. Et c'est tombé à un moment où j'ai pris le temps dans ma vie professionnelle d'avoir du temps pour réfléchir à mon travail, mais aussi d'avoir du temps pour moi. Et lorsqu'on se rend disponible pour soi-même, j'ai réalisé qu'on se rend disponible aussi pour les autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tendre la main à Abdelhak, mais c'était le résultat d'un cheminement très long, en fait, depuis 2014, depuis ce que l'on appelle la crise des réfugiés, qui est plutôt, je pense, une crise de l'accueil de ces personnes demandeuses d'asile. Je voyais, on est bombardé d'images, on est bombardé d'images terribles. Je crois que la photo du petit Taylan, la face contre le sable sur une plage, a bouleversé le monde entier, et moi, je me la suis pris en pleine poire. Ça a été extrêmement violent. Et ça a été, à partir de là, une succession d'images. Je n'ai plus lâché cette actualité et j'ai suivi semaine après semaine les arrivées sur les plages. Et j'ai vu l'Europe se muer en forteresse et j'ai vu évoluer le discours de nos dirigeants qui, tout à coup, étaient extrêmement, extrêmement rudes dans leurs paroles, dans leurs mots. J'ai vu mes confrères et mes consoeurs utiliser le champ lexical de l'extrême droite pour parler de ces demandeurs d'asile, de refuge. J'ai entendu parler de tsunami migratoire, j'ai entendu parler de pompes aspirantes en parlant de l'Eldorado européen, de vagues. Et jamais je n'entendais parler des êtres humains qui étaient derrière ces migrants. Jamais je n'entendais parler d'histoires comme la tienne, comme tu as pu le raconter ce soir dans les détails. Et là, je me suis dit que quelque chose coinçait et je me suis demandé est-ce qu'à mon niveau, je pouvais faire pour agir. J'ai bien senti que les États étaient défaillants et je ne prétends pas dire que c'est simple, hein, c'est une question complexe, la question de l'immigration. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Comment agir? Par où commencer? Et puis, un jour, j'ai vu une annonce sur Facebook. Une école de français pour demandeurs d'asile cherchait un hébergement d'urgence pour un jeune. Et j'ai répondu à cette annonce et ça a été aussi simple. Et Abdelhak est arrivé à la maison 48 heures plus tard et ça a été le début de cette histoire. Et je voulais agir, je ne me suis pas trop posé de questions, ça a été très rapide et il devait rester à la maison 7 jours et au final, ça a duré 1 an et demi. Parce qu'il arrive et que son sac à dos est vide, il n'y a pas même une paire de chaussettes ou un pantalon dans le sac à dos, et donc on se dit on ne peut pas le laisser repartir. Puis on découvre son histoire, et puis on découvre aussi le système d'asile qui est extrêmement complexe lorsqu'on ne parle pas la langue. Et on se dit, bon, ça va durer encore 1 semaine ou 2, et puis on va partir en vacances, il peut rester chez nous. Et puis on revient de vacances, et puis c'est comme ça qu'on se retrouve à cohabiter dans un appartement qui n'est pas forcément la cohabitation, et ça dure aussi longtemps. Et puis j'ai réalisé après que voilà, ce déficit peut-être d'information, d'histoire, en tout cas, il fallait peut-être le raconter. C'est là que j'ai remis ma casquette de journaliste pour justement porter ces histoires et faire de la pédagogie autour de cette thématique-là, tout en disant que moi, la première, je n'avais rien fait avant d'accueillir Abdelhak, tout en disant que je ne suis pas là pour donner des leçons et pour encourager tout le monde à ouvrir sa porte, tout en précisant que l'hospitalité est d'abord une épreuve. Ce n'est pas simple d'accueillir un inconnu sous son toit, d'où qu'il vienne. C'est une épreuve. Ce n'est pas simple pour toi, pour moi. Mais comme ce ne serait pas simple d'accueillir un voisin de palier que je ne connais pas. Donc voilà. Je vous parle aujourd'hui avec pas mal de recul de cette histoire-là, mais quand on la vit, voilà, on est pris dans quelque chose qui juste s'appelle le rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre nous ancre très profondément dans le sol, dans le réel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de bien. Et ça, pareil, je l'ai réalisé avec le recul, mais ça fait énormément de bien. Mais on ne le dit pas assez. Je pense que c'est aussi important de réaliser le bénéfice de l'interculturalité. Ça m'a fait très plaisir d'entendre votre histoire. J'ai organisé en 2015 le Nowruz, donc, qui est la fête kurde pour le Nouvel An. Et c'était aussi quelque chose de magnifique d'avoir un partage entre des cultures différentes, de voir des gens danser, de jouer leur musique,
Et ces échanges nous enrichissent. Moi, je crois aussi que l'amour et l'amitié, c'est probablement la seule chose qui ne diminue pas quand on le donne. Oui, alors ce que ici j'ajoute c'est quoi la différence entre notre maintenant et par exemple 1000 ans avant. Donc là, par exemple, il y avait la route de la soie. Ah, oui. Route de la soie, oui. Là, c'était comme une autoroute qui a transmis les cultures entre Ouest et Est. Mais maintenant, à cause des médias, je pense que ça va commencer de couper le mélange de cultures. Par exemple, en Iran, moi, tout ce que j'ai pensé sur l'Europe, particulièrement les États-Unis, c'était négatif. Dans une nouvelle génération, ils pensent des négatifs sur l'Est, sur nous. Pour moi, je pense, c'est la religion qui a fait ça. L'islam a créé cette séparation. Mais ce qu'on a entendu ou vu dans le reportage était intéressant, c'est la réaction de votre voisine. Votre voisine a dit « Ah ben, voilà, maintenant je le connais un peu. J'ai plus peur. » Et la plupart du temps, on a peur quand on ne veut pas connaître. Et c'est important d'aller vers l'autre. Et quand on va vers l'autre, moi j'ai des amis musulmans, ils m'invitent pour le ramadan, leur soirée. Il y a des gens qui m'ont demandé de bénir leur enfant, à leur naissance. Voilà. Donc on est des êtres humains et on peut partager la fraternité. Et malheureusement, cet extrémisme de l'islam dont vous parlez, effectivement, ben, ce n'est pas la majorité des gens, d'une part. Malheureusement, en Iran, effectivement, et en Irak, les Kurdes sont maltraités. Les chrétiens sont maltraités. Mon avocat, par exemple, il défend une douzaine de chrétiens d'Iran que la Suisse veut renvoyer, mais quelqu'un qui devient chrétien en quittant l'islam, il risque sa peau. Il risque sa vie, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de liberté de conscience et de religion. En Iran, c'est ça. Si quelqu'un qui est né comme un chrétien, pas de problème. Il y a des problèmes pour concours, aller au concours d'entrée à l'université. Oui. Oui, là, il y a des problèmes. Mais quelqu'un qui change la religion, ça donne, je pense, 80 fois de coups de fouet. Et puis avec les amendes, oui, peut-être. Je ne sais pas exactement c'est combien d'années, mais il y a des prisons. Ils sont en prison, bien sûr. Sans même parler de religion, ah oui. Vous évoquiez les médias qui segmentent peut-être le monde et oui. qui nous font nous regarder un peu trop le nombril, chacun dans notre pays. C'est un peu un paradoxe de l'époque. Il y a une individualisation de nos vies. Chacun est très occupé, comme j'essayais de le décrire avant, par une accélération de la société qui fait qu'on a déjà de la peine à s'en sortir pour nous-mêmes et pour nos enfants ou nos parents. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas, mais à l'image du fait qu'on se retrouve ce soir, il y a dans le monde entier une aspiration, on pourrait dire, au respect du vivant qui s'affirme de plus en plus. En Suisse, en ce moment, on voit l'effervescence autour des votations sur l'utilisation des pesticides. C'est d'une autre manière, cette expression d'une préoccupation autour du respect du vivant. Et donc, c'est comme si, du côté des jeunes, on se disait que ce qu'on est en train de dire sur cette scène, c'est la logique de l'avenir. Donc, il y a une individualisation assez extrême sur notre téléphone portable, et en même temps, on a l'impression qu'il va falloir miser sur le respect à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça. Mais... Je suis d'accord avec votre analyse. Je pense qu'effectivement... Ça pourrait rendre optimiste. De plus en plus, le fait qu'on est de plus en plus individualisé crée un besoin de famille plus grand. Je crois qu'on avait il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, je crois à peu près, ça fait déjà pas mal de temps, mais l'armée suisse qui fait ses questionnaires demandait quelle était
votre aspiration la plus importante aux recrues? Déjà à cette époque, alors que peut-être en 68 on disait c'est voyager, c'est avoir la liberté, etc. Voilà. À ce moment-là, on dit c'est avoir une famille. Et je pense de plus en plus, plus on individualise l'individu, plus on se cloisonne, plus on sent ce besoin d'être ensemble. Et je pense que cette année de Covid nous le fera encore un peu plus ressentir. Mais d'ailleurs, on a bien senti la puissance de la solidarité durant le confinement. En tout cas, en France, ça a été bien le cas. On a vu à l'échelle de voisinage une entraide. Exactement. Qui est née pour aller faire les courses pour quelqu'un qui ne pouvait pas descendre, ou qui n'avait plus son aide ménagère, pour voilà, juste se serrer les coudes, s'entraider. Et ça a été un laboratoire de l'entraide, hein, ce confinement. Qu'on espère voir se confirmer dans les années à venir. Mais peut-être que la certitude qu'on va devoir vivre à 9 milliards sur cette planète va aussi contribuer au changement, à la prise de conscience. D'où peut venir le déclic pour, vous l'avez dit un petit peu les uns et les autres déjà, pour faire quelque chose? Je ne sais pas, par exemple, Soran, le déclic de votre engagement en faveur de la communauté kurde dans votre pays, vous l'avez dit, c'était le sentiment d'inégalité sociale qui vous a révolté. Peut-être que c'est ça aussi qui nous motive, ou qui peut nous motiver dans cette salle. Le sentiment qu'on a soudain affaire à une urgence sociale, qu'on a un État défaillant, comme vous l'avez dit dans le documentaire. Mais c'est une expérience tellement complexe ou inconfortable d'aller à la rencontre de l'autre qu'il y a besoin de ce déclic. Hein. Il faut qu'on ressente que c'est une nécessité presque inconditionnelle. Je ne sais pas, en tout cas, chaque fois que j'ai participé à... Par exemple, on a fait, chaque année, on fait une action, il y a une journée mondiale des réfugiés, et qu'on organise ça avec différentes communautés, multiples, que ce soit des Asiatiques, des Latinos, des gens de l'Asie, de l'Afrique. Il y a une dynamique extraordinaire. Ça fait plaisir de rencontrer toutes ces différences. On fait les repas, chaque communauté prépare des repas, on organise ça. Et c'est juste magnifique, ça permet de se rencontrer, de se découvrir. Mais qu'est-ce qui fait le déclic? C'est rien, moi j'ai l'impression que j'ai vécu toujours comme ça, je sais pas. Je sais pas, moi. Une image, parfois, c'est vrai, cet enfant sur la plage, mort. Lorsque j'ai commencé à diffuser les carnets de solidarité sur Internet, j'ai commencé à recevoir des mails de personnes qui m'ont dit « ça y est, je l'ai fait, j'ai ouvert ma porte ». Je n'avais pas créé du tout cette série pour susciter des vocations, mais le fait d'avoir été sincère en racontant peut-être mes petites craintes la première nuit, aussi parce que j'étais une femme seule avec un homme sous mon toit, et surtout pour cette raison-là, parce que dès le lendemain, tout s'est bien passé évidemment, mais les gens se sont dit, ont assumé les petites craintes qu'ils pouvaient avoir, et ça a pu aussi répondre à quelques questions. Et le fait de pouvoir s'imaginer, se figurer ce que cela signifiait d'accueillir chez soi, eh bien, ils sont passés à l'action. Donc parfois, le fait de travailler les imaginaires aussi, ça peut permettre le passage à l'action et permettre ce déclic-là. Je crois qu'il y a 1000 déclics finalement. Ça correspond un petit peu à chacun et aux limites qu'on se place. Je vous dis juste, un jour, on a reçu une amie du Burkina et elle a donné à ma femme une recette du poulet aux cacahuètes. C'est juste génial. Ah oui. Peut-être vous avez des questions sur ce qui pourrait être un déclic pour vous. Je vais juste redonner le cadre légal actuel du point de vue de la loi. Jusqu'à récemment et toujours maintenant en Suisse, on est plutôt à criminaliser la solidarité. J'évoquais cet article 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration qui est un peu comme une épée de Damoclès parce qu'elle ne distingue pas entre les passeurs professionnels et ceux qui agissent pour des motifs humanitaires. J'essayais de marquer cette distinction dans ce qui vous est arrivé. Alors, je crois que c'est important de voir ça. Il faut dire que par exemple, l'année 2018, qui est l'année où j'étais condamné, on a eu 972 personnes qui ont été condamnées, dont les 2 tiers sont
des gens qui ont fait un accueil pour les membres de leur famille, c'est-à-dire des étrangers, des gens qui sont déjà là et qui ont juste voulu donner un coup de main à quelqu'un de leur famille. Juste à cause de ça, ils ont été condamnés. Je peux vous donner un exemple. C'est plus de 600 personnes. Ça, c'est inacceptable. Lisa Mazzone a fait une interpellation au Conseil national. Et le Conseil national, le 5 mars de l'année dernière, a refusé de changer cette loi qui n'était pas comme ça avant 2008, puisqu'avant 2008, il y avait ce qu'on appelait les motifs honorables. On ne condamnait pas quelqu'un qui avait fait un accueil, qui avait contrevenu à la loi pour motif honorable. Donc maintenant, on a mélangé tous les cas, vous avez raison. Voilà, ça s'est joué à 8 voix près, simplement, de donner suite à ce qui était une initiative parlementaire, effectivement. Et puis, il y a eu aussi une pétition qui a été déposée par le groupe de Saint-François, qui d'ailleurs était venu à votre secours, si j'ose dire, qui a été créé à l'église Saint-François à Lausanne. Mais là encore, c'était en mars 2020 au Conseil national, en décembre 2020 au Conseil des États, et il n'y a pas eu d'entrée en matière sur cette pétition. Dire que, ça a été mentionné dans le documentaire, en France, on risquait 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'hébergement d'un sans-papier, mais donc à l'été 2018, sur décision du Conseil constitutionnel, les personnes qui apportent une aide désintéressée à but strictement humanitaire aux exilés en situation irrégulière en France ne peuvent plus être poursuivis, mais vous me disiez, c'est à l'appréciation des juges quand même. Oui, il y a une petite subtilité, effectivement, ce côté à but strictement humanitaire, il peut encore susciter des discussions au sein des tribunaux, parce qu'on peut reprocher à quelqu'un de le faire dans un but militant. Oui. Voilà. Donc on a encore quelques personnes, Pierre-Alain Manoni notamment en France, qui est un enseignant-chercheur qui a transporté 2 Érythréennes blessées et qui a été arrêté à un péage sur l'autoroute, il ne se cachait pas. Et il a maille à partir avec la justice depuis 5 ans et ses procès sont encore en cours. Et moi, ce que je constate, c'est que ça sème le trouble et la population ne sait pas bien encore si elle peut ou pas aider. Et rappelons-le, ça reste un geste spontané. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait sans vérifier si la loi le permet. Ça reste un geste naturel, finalement. Donc les choses ont évolué. C'est très important ce qui s'est passé en France avec la décision. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce changement, chez vous, en France, a eu lieu à cause de votre devise. Liberté, égalité, fraternité. Et au principe de la fraternité, la loi a été changée. Oui, tout à fait. Et chez nous, alors que notre préambule de la Constitution dit que la grandeur d'une nation se mesure à sa capacité de prendre soin du plus faible, on est loin de ça. Il n'y a pas de cour constitutionnelle en Suisse, c'est donc le Parlement fédéral qui fait le boulot, dont on sait qu'il est politisé à droite, historiquement. Et puis il faut dire aussi que les juges sont nommés en fonction de leur appartenance politique. Et donc Joseph a été jugé par un juge UDC au tribunal administratif fédéral. Voilà, un point qui est quand même important. Malheureusement, on est toujours en train de faire des recours. On a fait de nouveau une demande de réexamination du dossier au service des migrations, au secrétariat d'État aux migrations. Au mois de septembre l'année dernière, ils ont refusé l'entrée en matière. On a fait recours au tribunal administratif fédéral et ils ont de nouveau refusé en menaçant l'avocat de devoir payer les frais de décision. On vous dire ça. Donc ça veut dire que c'est une négation totale du principe de justice. Ça me permet de glisser. Alors déjà 2 choses. Loin de moi l'idée de vouloir faire une généralité sur les élus UDC ou les étiquettes politiques. C'était juste un constat ici. Et puis, tout le monde n'est pas en mesure de financer des recours, puisque j'ai dit qu'il y avait eu recours et que donc ça avait permis pour vous de faire quelque part rétablir une réalité, mais il faut encore pouvoir les financer. Et il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées pour délit de solidarité, vous l'avez dit, qui sont des étrangers qui héritent dans ce cas d'un casier judiciaire, et ça devient un obstacle pour obtenir leur permis de séjour
B ou C, donc là aussi c'est un problème. Enfin, contrairement à la Suisse, il y a donc plusieurs pays européens qui ne sanctionnent pas les personnes qui facilitent le séjour illégal d'un étranger lorsqu'elles n'en retirent aucun profit. Donc on a dit récemment la France, il y a également l'Autriche, la Bulgarie, le Chypre, la République tchèque, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède. C'est pas assez, mais ça fait quand même un certain nombre de pays. Mais cet exemple que vous citez, il y a en même temps que moi été condamné une compatriote de mon ami togolais, juste parce qu'il l'avait reçue pour manger quelquefois chez lui et dormir chez elle. Le fait qu'elle ait été condamnée, sa demande de permis B a été refusée parce que aussi longtemps qu'il y a le sursis qui court, ça a bloqué sa demande de permis B. Une personne veuve qui a été, dont le mari a été tué par des gens du régime togolais. Voilà ce qui lui est arrivé. Et Abdelhak en est où? Oui, je peux vous donner de ces nouvelles. Il s'est passé quelques années depuis la fin de ce film. Il a tenté un ultime recours à la Cour nationale du droit d'asile. Donc là, il s'est retrouvé face à un juge dans une cour. Donc c'est assez impressionnant. Et il a été débouté. Le recours de l'asile pour Abdelhak, cette voie-là, en tout cas, il a été forcé de l'abandonner. Il n'a pas obtenu la protection de la France. Et là, il restait peu de solutions. Et il a rejoint une communauté de compagnons dans le nord de la France. Une communauté qui intègre ceux que le système a désintégrés. C'est comme ça qu'il se présente. Et je confirme que c'est véritablement ce qui s'est passé dans le cas d'Abdelhak. Il était dans un état psychologique terrible lorsqu'il a reçu cette lettre-là, et on a rapidement coupé après les bras ouverts, c'est la vie. Il est resté 1 an et demi dans cette communauté. Lui qui cassait les spaghettis en 1000 morceaux, il est devenu le cuisinier de la communauté. Il a cuisiné pour 20 personnes et qui semblait apprécier sa cuisine. Et puis cette communauté a fait une demande d'obtention de titre de séjour qu'il a obtenu il y a quelques semaines. Donc, pour la première fois depuis des années, il est légal sur le sol français. Il n'a plus peur de se faire arrêter dans le métro ou voilà, au détour d'un contrôle dans la rue. Il y en a de plus en plus en ce moment en France. Et il y a 2 semaines, il a trouvé un travail. Donc, il va démarrer dans un restaurant parisien. Ouais. Les restaurants réouvrent, donc voilà. Ce n'est pas ce qu'il avait souhaité. Il aurait vraiment aimé qu'on reconnaisse son parcours, qu'on reconnaisse qu'il était fils de dissident et qu'il a fui pour sauver sa vie. Ça restera pour lui une déception. Mais voilà, il est enfin en sécurité. Et puis ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que comme beaucoup, il ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer chez lui lorsque ce sera possible. Idriss Déby, le président tchadien au pouvoir depuis plus de 30 ans, est décédé il y a quelques semaines. Mais hélas, son fils a pris la relève avec le soutien de la France, de l'État français, parce que dans cette région, il y a la force Barkhane qui lutte contre le terrorisme. Donc on est encore main dans la main avec le Tchad et avec ce système tchadien au pouvoir. Donc il sait qu'il ne pourra pas rentrer de sitôt dans son pays. Mais il est en lien régulier avec sa maman, qui est soulagée de le savoir sain et sauf. Son frère a été retrouvé. Il a fait 6 mois de prison dans une geôle obscure, on va dire, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une geôle inconnue, pas référencée. Il a été retrouvé par un oncle et il a refait 6 mois dans une prison plus officielle. Aucun motif, évidemment, mais bien sûr, il suspectait qu'il avait pris la relève de la dissidence parentale, comme Abdelhak, mais il n'a pas été torturé ou trop maltraité. Et il a fui au Niger et il travaille dans une mine d'or artisanale. Voilà. Un petit mot peut-être, tous les trois, par rapport à ce cadre légal qui n'est pas ultra favorable, on va dire, soit dans le fait d'aider un sans-papier, soit pour les procédures que celui-ci doit faire pour espérer obtenir un permis ensuite. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous motiver, malgré tout, malgré ça, à faire quelque chose? Pas forcément accueillir un sans-papier, mais faire quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire qui, malgré le contexte de la législation, peut être déterminant à vos yeux?
Je ne vous cache pas que si vous allez jusqu'au bout, c'est épuisant. Oui. C'est vraiment épuisant. Vous avez parlé de votre choc émotionnel. Oui. Je peux dire la même chose. C'est émotionnellement épuisant. Quand vous êtes devant un mur, que vous faites tout ce que vous pouvez, et puis vous avez l'impression que ça ne sert à rien, c'est épuisant. Pour mon ami Joseph, maintenant, on a tiré les dernières cartouches, qui est de s'adresser au comité international contre la torture, parce qu'il était torturé. Seulement, la torture, au niveau médical, pour être connue, par exemple, je vous passerai certains détails, de certaines tortures, il faudrait que le constat se fasse dans les 8 jours. Et quand ça fait 8 ans ou plus, c'est très compliqué de pouvoir justifier. Alors on a des marques, comme vous avez vu de cigarettes, de brûlures, des choses comme ça. Ça y a, mais certaines... Donc, actuellement, on aurait aimé avoir dans cette situation l'effet suspensif et puis de nouveau avoir une possibilité légale de séjourner, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, Joseph est toujours en train d'errer, puis on essaie de l'aider comme on peut. Donc c'est épuisant, mais pourquoi quand même, malgré tout, mais il faut faire quelque chose? Parce que c'est juste impossible de ne pas le faire, pour moi. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Et puis, on s'enrichit. On ne perd rien. On s'enrichit quand on le fait. Moi, quand je rencontre Joseph encore, je ressors encouragé. Lui, il est croyant, il dit « Ouais, Dieu va s'occuper de moi, t'inquiète pas. » Il avait honte. Il avait honte de m'avoir créé des problèmes. C'est juste ça qui était aussi douloureux. J'entends pour lui et pour moi, parce que je dis « Mais t'as pas à avoir honte, c'est pas... Tu dois avoir honte de rien, c'est le système qui doit avoir honte. C'est la Suisse qui doit avoir honte dans cette situation. » Mais juste pour... même dans sa situation où il a pratiquement rien, c'est lui qui m'encourage. Je trouve ça phénoménal. Il y a 1000 manières d'agir. Vous êtes secrétaire, vous pouvez aider à taper des lettres pour le dossier d'asile. Si vous êtes bon en français ou en maths, vous pouvez donner des cours. Si vous êtes bon cuisinier, vous pouvez cuisiner pour une maraude. Si vous avez envie d'accueillir, accueillez. Moi, je conseille, on a été un petit peu des baroudeurs de l'accueil, à le faire en dehors de toute association. Je conseille de passer par une association parce qu'aujourd'hui, il y a énormément... d'organismes qui vont vous accompagner et vous aider et poser par exemple une durée pour cet accueil, dire il va commencer là et il va durer 1 mois ou 6 mois en fonction de vous, en fonction de voilà. Il y a même parfois un contrat qui se signe entre la personne accueillie et l'autre parce que voilà, il y a des petites habitudes parfois ou des petites questions qui peuvent être soulevées, donc tout est mis noir sur blanc pour que tout le monde se sente à l'aise et je trouve pourquoi pas, c'est assez intéressant et ça peut rassurer. Même juste agir en faisant un peu de pédagogie, si vous ressortez de cette soirée en ayant retenu certaines choses, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que je pense que c'est en faisant cette pédagogie. J'interviens énormément dans les écoles auprès de jeunes parce que voilà, il faut parler de tout ça, il faut démystifier un petit peu cette migration, il faut gommer les préjugés, il faut accompagner, essayer d'encourager la rencontre de l'autre, mais de l'autre, de son voisin dans l'immeuble, son voisin de palier, juste pour essayer de casser ces craintes qui sont un petit peu omniprésentes. Tu parlais des médias, oui, on nous fait parfois un petit peu peur, et nos dirigeants également. La peur, c'est une bonne marchandise électorale, évidemment. Les étrangers sont les boucs émissaires, et voilà. Donc, je pense qu'à notre niveau, on peut tous, en fonction de ce dont on se sent capable, on peut tous faire quelque chose. Voilà. Ça ne demande peut-être pas autant d'énergie qu'on a pu y laisser, vous et moi. C'est vrai qu'on en a laissé, mais il y a 1000 façons d'agir. Ouais. Une bonne nouvelle, c'est que maintenant, du fait que ma condamnation ou mon acquittement fait qu'on sait maintenant qu'accueillir une personne pendant 2 semaines chez soi ne sera pas condamnable. Donc, vous pouvez accueillir, après vous demandez à votre voisin, après vous demandez à un autre, et comme ça, on peut s'organiser pour que ça dure un petit moment. Tout en secouant nos dirigeants pour que des financements soient mis en place, pour que des hébergements dignes soient aussi présents. Parce qu'il est vrai qu'à la base, je ne suis pas certaine que ce soit le rôle des citoyens de pallier à ces défaillances-là, même si le geste est noble et que c'est très enrichissant, évidemment. Et ça fait quand même réfléchir sur le rôle de chacun. Alors, ce que c'est important dans le dossier de migration, c'est le prouve. Abdelhak
Ça, c'était le problème qui a été quitté dans notre pays. Après, il est allé dans l'autre pays pendant 5 ans. Comment il prouve ce qui se passait? Moi, j'avais les preuves, donc j'ai donné tout comme ça. Et voilà. Pour moi, c'était facile. Moi, après 2 ans, ils ont fait l'interview. Donc, j'avais déjà appris le français. J'ai un petit peu lu le loi suisse. Donc, ça, c'est important. Si quelqu'un qui vient, vous pouvez l'aider par le traduire la loi, rester en Suisse, pas tout à fait la migration, la loi de séjour. Parce que si quelqu'un vient dans la Suisse, il peut rester. Il ne peut pas arrêter et puis déporter en son pays. Alors, c'est ça le problème. Lui, il a dit, Abdelhad, qu'il ne comprend pourquoi il ne croit pas. Oui. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a passé à Tchad. Parce que les gens qui font l'interview, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il passe là. Ils ont vécu ici. Puis quand j'ai dit, si je retournais en Iran, 100%, moi, je vais exécuter. Lui, il n'a pas croyé. Après, j'ai mis comme un prof, la loi iranienne. Moi, j'étais un communiste dans la société musulmane. Moi, j'étais un Kourde. Puis j'ai combattu pour les Kourdes. Donc, 2 fois. C'est la double peine. Double peine. Je pense que c'est important de leur aider comment prouver ce qu'ils disent. S'ils n'avaient pas les preuves, comme les papiers, comment ils disent par les... toute la difficulté pour ces officiers. C'est très compliqué, surtout que si on parle du Tchad ou bien du Togo, qui sont des anciennes colonies françaises, qui ne sont pas des pays en guerre, on vous dit vous n'avez aucune raison d'être chez nous. Et donc, vous n'avez aucune raison. Il n'y a pas de problème chez vous. Votre pays est stable, ça va, quoi. Récemment, Kaboul a été classifiée comme ville stable pour la Cour nationale du droit d'asile française. Kaboul, en Afghanistan, voilà, ça en dit long. Après, je pense que c'est pas simple pour les officiers du droit d'asile voilà, au cas par cas de statuer, parce qu'il y a parfois des récits mensongers, donc il faut malgré tout démêler le vrai du faux. Mais le fait qu'ils partent du principe que la personne qui est en face d'eux ne dit pas la vérité, ça pipe déjà les dés au départ, quoi. Il faut redoubler d'efforts pour prouver que l'on raconte la vérité. Et ça, ce n'est pas simple, d'autant plus lorsque l'on a été traumatisé et que la mémoire vient souvent enfouir les souvenirs et qu'il faut tout raconter dans les moindres détails. Je sais qu'Abdelhak, lors de son dernier entretien, on lui a demandé de raconter son histoire de la fin au début. Alors, ton arrivée en France, raconte-nous. Puis après, l'Italie. Tu as traversé la Méditerranée, puis tu es la Libye. Tu as tes 5 ans en Libye pour arriver à la torture au Tchad. Enfin, c'est une torture pour moi, psychologique. Ouais. Il y a une phrase magique du tribunal administratif fédéral. Cette phrase, c'est « Il n'est pas vraisemblable que… » Voilà. Merci. Merci à tous les 3, très sincèrement. Merci à chacun pour sa présence et pour les questions qui ont complété cette soirée de dialogue et d'échange où on aura, j'espère pas tassé l'idée de solidarité, mais au contraire détendu cette idée et qu'on l'aura mise à l'aise. En tout cas, merci à la FICD et en particulier, moi aussi, à Bruce Rennes qui m'a proposé de me joindre à vous pour cet événement. J'ai juste entreaperçu son engagement. Il a été impatient, comme nous, que cette rencontre ait lieu. Et je peux dire que j'aurais été bien malheureux de ne pas être avec vous ce soir. Alors merci et bonne suite de soirée. Merci.